vive tension à la frontière nord. Il y a quelques jours, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a prononcé un discours tant attendu. Et voilà qu'il, pendant 1 heure et demie, essaye de nous expliquer pourquoi il se dérobe de lancer une opération contre Israël. Il dédouane l'Iran et parle d'une attaque uniquement des Palestiniens. Évidemment, tant de mensonges, un discours pathétique, truffé de mensonges. Et donc, nous voulons savoir, Jacques Neria, vous qui est né à Beyrouth et qui connaît parfaitement donc les arcanes du Hezbollah et des intentions de Hassan Nasrallah, comment expliquer cette énigme du chef donc de la milice libanaise? Alors voilà, bonjour Freddy. D'abord, de mon oreille libanaise, j'ai bien entendu un autre discours. Ce n'est pas le discours de dédouanement des Palestiniens, c'est au contraire, c'est un discours de pré-bataille. C'est un discours qui prépare, je dirais, le public chiite et le public libanais à un embrasement de la situation. Et cela, il le dit en maintes façons, et surtout qu'il a déclaré déjà qu'à partir du 8 octobre, il fait partie de l'effort militaire contre Israël. Donc, il est en guerre en Israël. C'est une guerre pour l'instant qui est limitée. Elle est limitée à une profondeur de 5 km des deux côtés, mais elle commence à prendre les caractéristiques de ce que le Hezbollah entreprenait quand nous étions au sud Liban, c'est-à-dire bombardement des positions israéliennes et naturellement essayer d'infiltrer les lignes israéliennes et si possible prendre un bastion israélien et y planter le drapeau du Hezbollah en prenant naturellement des otages, des soldats. C'est ce que l'impression je dirais, de l'analyse militaire de ce qu'on voit devant nous. Maintenant, concernant les Palestiniens, le fait d'avoir dit que les Palestiniens ont pris leur propre décision, c'était tout simplement pour glorifier les Palestiniens. Pendant des années, des décades, les Palestiniens ont été, je dirais, considérés comme des individus qui ne valent rien, qui n'ont aucun courage, et là, voilà, pour une fois, ils ont entrepris de surprendre Israël, une surprise stratégique. Donc, et tout leur revient à eux, toute la gloire revient aux Palestiniens qui n'ont pas eu besoin de Hezbollah. Deuxième façon d'interpréter ce qui s'est passé, c'est que le Hamas pense vraiment qu'il est capable de tenir tête à Tzal. Donc, et la ville fortifiée de Gaza n'a pas de parallèle que l'île de Iwo Jima dans la Deuxième Guerre mondiale. Justement, on est déjà au 30e jour donc, de la bataille à Gaza. Il y a hélas 30 soldats qui sont tombés depuis sur le champ de bataille. Et la bataille est acharnée. Tzal avance lentement mais sûrement. Il est dans les proximités donc de l'hôpital Shiva. Et donc, dans ce contexte-là, comment expliquer donc que Tzal serait capable à la fois de libérer les otages et d'autre part essayer de mettre un terme donc à cette entité Hamas dans la bande de Gaza? Alors, laissez-moi continuer sur ma lancée concernant Iwo Jima. Iwo Jima, comme vous le savez, c'était une île qui était une île fortifiée. Elle était défendue par 20 000 soldats japonais et au bout d'un mois de combats acharnés de corps à corps et des quantités énormes de bombardements, 19 000 Japonais sont morts et à peine 1084 Japonais se sont rendus. Nous sommes dans la même situation. C'est-à-dire que les terroristes du Hamas comprennent très bien. Oui, allez-y. Et justement, il ne s'agit pas de deux armées conventionnelles. Il Non, s'agit d'une armée israélienne contre des terroristes palestiniens. Et c'est là, je crois, excusez-moi Jacques, mais simplement pour faire comprendre au grand public, pour essayer de comprendre que c'est pour la première fois, je dirais, dans l'histoire contemporaine, dans
dans un petit territoire de 365 km², les Israéliens doivent combattre contre plus de 30 000 Alors, du alors, Hamas et donc dans des conditions très, très difficiles, surtout quand le Hamas, surtout les chefs du Hamas, qui se servent des civils et des personnes dans les hôpitaux comme boucliers humains. Et c'est là le problème. alors, laissez-moi expliquer. Je veux dire, la comparaison avec Iwo Jima, vous savez, Iwo Jima, Je vous en prie. c'est 29 km carrés. 29 km carrés, donc c'est 29 km carrés que nous avons en face de nous à Gaza. Une fortification du jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Une toile d'araignée impossible et des pièges tendus à droite et à gauche qui tout simplement disent aux Israéliens, faites attention, ne rentrez pas dans ce piège-là. Donc pour cela, il faudra bombarder à partir du haut, essayer de boucher les entrées et les sorties des tunnels et les forcer à sortir du tunnel pour se battre contre Israël. La preuve est, c'est à chaque je dirais, contact entre terroristes palestiniens et soldats israéliens, les terroristes palestiniens ont été éliminés. Ce que vous avez cité est de plus un obstacle de taille. C'est la population civile de la bande de Gaza qui sert de bouclier humain au Hamas. On le sait, à l'hôpital Al-Shifa, le sous-hôpital, c'est une ville entière de postes de commandement et de contrôle. C'est là où les chefs du Hamas se joignent, se concertent et naturellement mènent leur guerre contre Israël. C'est là où sont les dépôts d'armes, les stocks de munitions, l'eau, le carburant, tout est là dans un dédale de souterrain qui mesure plus de 500 km. Donc, c'est 15 années de construction d'une base, d'une ville souterraine à laquelle nous nous heurtons. C'est pour cela donc qu'il faut avancer posément, lentement et avec beaucoup de feu. Et en disant que la Gaza est encerclée, nous semons, je dirais, peut-être la panique chez les Palestiniens, mais nous semons aussi de grands espoirs du côté israélien, comme si cet encerclement allait se terminer dans une semaine ou deux. Non, on parle d'une longue bataille qui va durer peut-être des mois, naturellement, si jamais on nous laisse le temps qu'il faut, si jamais les États-Unis continuent à nous appuyer pour qu'il n'y ait pas de cessez-le-feu. Tout cessez-le-feu sera au détriment d'Israël et au profit du Hamas. Écoutez, un autre volet qui est le volet diplomatique, comme vous le savez, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, fait la navette dans les pays arabes. Il a rencontré ses homologues arabes. Il a rencontré Mahmoud Abbas à Ramallah. Et donc, nous voulons savoir comment est-ce que c'est possible de réunir donc les chefs d'États arabes et avec les Américains pour essayer donc de faire avancer une aide humanitaire tout en voyant que ce que vous venez d'expliquer, c'est que Tsahal continue donc à bombarder et à avancer lentement pour avoir donc le dessus concernant et le contrôle donc de la bande de Gaza. Écoutez, Frédéric, ce que les Américains sont en train de faire aujourd'hui, il faut le reconnaître, ils sont en train de penser et de penser à l'après-guerre, à la solution de l'après-guerre. Donc, les consultations de Blinken avec les chefs de la diplomatie arabe, donc égyptienne, jordanienne, saoudienne et naturellement palestinienne, servent à tout simplement essayer de cristalliser une solution concernant ce qui va être après. Donc, on sait très bien que les Américains sont contre la reprise d'Israël du territoire de Gaza. Ils veulent éliminer le Hamas, mais pas de reconquête de l'État de la bande de Gaza par Israël. Donc, et eux ne sont pas prêts à prendre en charge Gaza, ni les Britanniques, ni les Français. Est-ce que une solution interarabe, c'est la solution, ou ce qui, eux, les Américains préfèrent, c'est la remise de l'autorité palestinienne en charge civile des affaires civiles de la bande de Gaza, alors que tout ce qui aura affaire à sécurité restera de la responsabilité d'Israël. C'est plus ou moins le plan de grand design que les Américains sont en train maintenant de façonner. C'est l'architecture qu'ils pensent.
Et donc, il pense déjà 2 pas avant nous pour essayer d'enrayer toutes sortes de déclarations du côté israélien d'extrémistes de droite qui parlent de reprendre les implantations de Gush Katif, qui parlent de présence de l'armée israélienne pendant des années et des décennies dans la bande de Gaza. Tout cela, naturellement, effraie les Américains et qui agissent assez rapidement pour neutraliser, je dirais, ces courants-là en Israël. Bien, merci Jacques Neria. La prochaine fois, nous allons aborder effectivement le lendemain de la guerre. Quels seront éventuellement les potentiels ou les enjeux concernant donc l'après-guerre et quelle serait peut-être la meilleure formule selon vous, selon les experts, pour assurer enfin aux Israéliens et surtout au village du Negev une sécurité absolue. Merci Jacques Neria.